Je me souviens encore du moment où j'ai vu Julien pour la première fois. C'était lors d'un dîner entre amis, dans un restaurant chaleureux, où les rires fusaient et les verres s'entrechoquaient. Il était grand, élégant, avec une présence qui semblait aspirer toute l'attention de la pièce. Sa voix, grave et envoûtante, glissait sur moi comme une caresse. Lorsqu'il m'a souri, j'ai senti mon cœur s'arrêter. À 24 ans, j'étais jeune, pleine de rêves, et je suis tombée amoureuse comme on tombe d'une falaise, brutalement, sans espoir de retour. Julien était tout ce que j'avais toujours voulu. Charismatique, attentionné, il me faisait sentir unique, comme si le monde entier disparaissait lorsqu'il posait ses yeux sur moi. J'étais alors secrétaire dans un petit cabinet comptable, un travail simple mais stable. Julien, lui, était chef de projet dans une grande entreprise de construction, un homme ambitieux avec des rêves à la hauteur de son charme. Ensemble, nous formions un couple parfait, du moins en apparence. Nous partagions des projets d'avenir, des soirées à rire et à rêver dans notre petit appartement en ville, décoré avec soin. Rien ne semblait pouvoir nous arrêter. Rien, sauf les avertissements de ma famille. Ma mère, Claire, a été la première à exprimer ses doutes. Lorsqu'elle a rencontré Julien, son sourire s'est figé, comme si elle voyait quelque chose que je refusais de reconnaître. « Il est trop parfait, Élise », m'a-t-elle dit un soir, sa voix tremblante d'inquiétude. « Méfie-toi de ceux qui semblent trop lisses. » Mon père, Marc, a été encore plus direct. « Il joue un rôle », a-t-il déclaré, ses yeux pleins de méfiance. « Ce n'est pas naturel cette façon qu'il a de te charmer. Tu mérites mieux. » Ces mots m'ont blessé, comme des aiguilles plantées dans mon cœur. J'ai accusé ma famille d'être injuste, de ne pas comprendre l'amour que je ressentais. J'étais leur petite fille, leur unique fille, après 2 fils aînés déjà partis vivre leur vie. Je pensais que leur réticence n'était qu'une peur de me perdre. Julien, lui, n'avait pas de famille. Orphelin de ses parents dès son plus jeune âge, il avait été élevé par un oncle distant et cruel. Cette histoire me brisait le cœur. Il me parlait souvent de son rêve de construire une famille aimante, une famille qu'il n'avait jamais eue. « Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle », me murmurait-il en me serrant contre lui. Ces mots étaient ma boussole, mon refuge. Je m'y accrochais comme à une vérité absolue, ignorant les signaux d'alarme. Lorsque ma famille a continué à s'opposer à notre relation, j'ai fait un choix que je regretterai pendant des années. J'ai menacé de couper les ponts si mes parents n'acceptaient pas Julien. Mon père, blessé, a refusé d'assister à notre mariage, le qualifiant de mascarade. Ma mère est venue, mais son regard était voilé de tristesse, comme si elle voyait déjà le malheur qui m'attendait. 6 mois après notre rencontre, Julien et moi nous sommes mariés dans une cérémonie simple mais élégante. J'avais choisi mon prince charmant contre l'avis de ceux qui m'aimaient le plus. J'étais convaincu d'entrer dans un conte de fées. Les premiers mois de notre mariage ont été une bulle de bonheur. Julien était le mari parfait, attentionné, toujours prêt à me surprendre avec un bouquet de fleurs ou un dîner préparé à 2. Nous avions loué un appartement en ville, un cocon que nous avions décoré avec des meubles chinés et des touches de couleurs vives. Nos soirées étaient remplies de rires, de projets d'avenir, de rêves d'enfants courant dans une maison à la campagne. J'étais tellement absorbé par cette vie parfaite que je ne voyais pas le fossé qui se creusait avec ma famille. L'absence de mon père à notre mariage avait laissé une plaie béante. Mais je l'ignorais, trop occupé à vivre mon idylle. Puis, 8 mois après notre mariage, j'ai appris que j'étais enceinte. La nouvelle nous a submergés de joie. Julien et moi avons passé des heures à imaginer notre futur enfant, à choisir des prénoms, à rêver d'une vie encore plus parfaite. Mais 2 mois plus tard, la tragédie a frappé. J'ai fait une fausse couche. Le chagrin m'a englouti. Je passais des journées entières au lit, les larmes trempant mon oreiller, incapable de comprendre pourquoi mon corps m'avait trahi. Julien était là, solide comme un roc. « On s'en sortira, Élise », me disait-il en me tenant la main. « Je suis là pour toi. » Sa présence était ma seule lumière dans l'obscurité et je m'y accrochais de toutes mes forces. 6 mois plus tard, une seconde fausse couche m'a brisé à nouveau. Mon gynécologue, le docteur Moreau, était perplexe. À 25 ans, j'étais en bonne santé, sans antécédents médicaux. « Il n'y a aucune raison que cela se reproduise », m'assurait-il. Mais son froncement de sourcils trahissait son inquiétude. Julien, lui, restait inébranlable. « On n'a pas besoin d'enfants pour être heureux », murmurait-il en m'embrassant le front.
Toi et moi, c'est suffisant. Ces mots étaient un baume sur mes blessures, et je m'appuyais sur lui, m'éloignant encore plus de ma famille. Julien était devenu mon tout, mon amour, mon confident, mon protecteur. Mais petit à petit, presque insidieusement, les choses ont changé. Julien a commencé à faire des remarques sur ma garde-robe. Ce chemisier est trop voyant, disait-il avec un sourire. Tu serais plus élégante en quelque chose de plus simple. Au début, je prenais ses suggestions comme des preuves de son attention. Puis il a commencé à commenter mes horaires de travail, suggérant que je me fatiguais trop. Tu devrais ralentir, insistait-il. Naïve, je pensais qu'il voulait simplement prendre soin de moi. J'ai commencé à modifier mes habitudes pour lui plaire, sans me rendre compte que je cédais peu à peu le contrôle de ma vie. Au fil des années, les fausses couches se sont multipliées. 6 en 3 ans. Chaque perte était un coup de poignard, me laissant brisé, rongé par la culpabilité. Le docteur Moreau multipliait les examens, mais aucun ne révélait de problème. Julien, toujours présent, m'apportait du thé, me serrait dans ses bras, me promettait que nous réessayerions. Mais la douleur me consumait. C'est ma faute, sanglotai-je, convaincu que mon corps était défaillant. Je ne peux pas te donner d'enfant. Julien secouait la tête, sa voix douce mais ferme. Tu es assez pour moi, Élise. Je t'aime, quoi qu'il arrive. Il a commencé à suggérer que mon travail était la cause de mes fausses couches. Épuisé, désespéré de trouver une solution, j'ai fini par démissionner. Julien a applaudi ma décision, disant que cela nous rapprocherait. Puis il s'est attaqué à mes amitiés. « Ils ne comprennent pas ce que tu traverses », murmurait-il. « Tu n'as pas besoin d'eux. » Ces mots, toujours enveloppés de douceur, me semblaient logiques. Un à un, j'ai coupé les ponts avec mes amis, convaincu que c'était ma décision. Mais c'était toujours son idée. Le contrôle de Julien s'est resserré comme un étau. Il vérifiait mes courses, s'assurant que je n'achetais que ce qu'il approuvait. Il me questionnait sur mes journées, ses yeux scrutateurs cherchant des signes de trahison. « Tu es resté à la maison toute la journée ?» demandait-il, son ton oscillant entre la plaisanterie et la suspicion. « Personne n'est venu, n'est-ce pas ?» Je riais, flatté par ce que je prenais pour de la jalousie. Mais ses questions devenaient plus insistantes, plus sombres. Un jour, il m'a demandé quelque chose qui m'a glacé. « Écarte les jambes », a-t-il dit d'un ton calme, presque clinique. « Je veux vérifier que tu n'as été avec personne d'autre. » J'ai cru à une mauvaise blague, mais son regard était sérieux. Quand j'ai refusé, il a explosé. « Salope !» a-t-il crié, des mots que je n'avais jamais entendus de sa bouche. « Tu me trompes, c'est ça ?» J'étais pétrifié, incapable de reconnaître l'homme que j'avais épousé. Plus tard, il s'est excusé, invoquant le stress. Mais une fissure s'était formée dans l'image parfaite que j'avais de lui. Ses exigences sont devenues absurdes. Il voulait que je me rase la tête, prétendant que mes cheveux attiraient les regards des autres hommes. « Ce ne sont que des cheveux », disait-il, sa voix mielleuse cachant une menace. Quand j'ai résisté, il m'a interdit de sortir sans foulard. « C'est pour ta sécurité », insistait-il. Puis il a commencé à contrôler mon téléphone, répondant à mes messages, y compris ceux de ma mère. Quand elle m'a écrit, désespéré de renouer, Julien a répondu à ma place « Je suis trop occupé, maman ». Confronté, il m'a assuré que c'était pour mon bien. « Ta famille, je ne nous comprends pas », disait-il. « Je suis ta famille maintenant. » J'étais prisonnière. Julien avait tissé une toile autour de moi, me convainquant que j'étais indigne, que je lui devais tout. Chaque tentative de rébellion était étouffée par ces mots d'amour empoisonnés. « Je t'aime, Élise », murmurait-il. « Tu es tout pour moi. » Et je le croyais, terrifié à l'idée d'admettre que l'homme que j'aimais était un monstre. Une nouvelle grossesse a rallumé une lueur d'espoir, vite éteinte par une énième fausse couche. Le docteur Moreau, de plus en plus inquiet, m'a pris à part à l'hôpital. « Élise, prenez-vous quelque chose pour interrompre vos grossesses ?» a-t-il demandé à voix basse. J'étais horrifié. « Non, jamais !» ai-je protesté. Mais il a insisté. « Il existe un médicament qui pourrait causer ces fausses couches. Soyez prudente. » Ces mots ont planté une graine de doute. Julien voulait un enfant, non? L'idée qu'il puisse être responsable était absurde. Pourtant, le soupçon grandissait. Un matin, alors qu'il était au travail, j'ai fouillé notre appartement, la culpabilité me rongeant. Après des heures de recherche,
J'ai trouvé une plaquette de comprimés dans la poche d'une de ses chemises. Cytotec. Mon cœur s'est arrêté. Une recherche en ligne a confirmé mes pires craintes. Ce médicament était utilisé pour provoquer des avortements. J'ai appelé le docteur Moreau, la voix tremblante. Il a confirmé que le Cytotec pouvait causer des fausses couches à répétition s'il était administré à l'insu de la patiente. Mon monde s'est écroulé. L'homme que j'aimais, en qui j'avais confiance, avait saboté mes grossesses. Chaque perte, chaque larme était son œuvre. Quand Julien est rentré ce soir-là, son sourire habituel m'a semblé monstrueux. « C'est toi ?» ai-je murmuré, brandissant la plaquette. « Tu as tué nos bébés ?» Il a nié, puis, face à mon insistance, il a avoué avec un calme terrifiant. « Je l'ai fait pour nous, » a-t-il dit. « Un enfant nous aurait séparés. Tu es à moi, Élise. » Il a décrit comment il glissait les comprimés dans ma nourriture, orchestrant chaque fausse couche pour me garder dépendante. Ces mots, prononcés avec une conviction glaçante, ont brisé l'illusion de notre amour. Je ne pouvais plus rester, mais partir était un défi. Julien m'avait privé de confiance, d'amis, de ressources. Pourtant, la vérité sur les pilules m'a donné la force de m'échapper. J'ai attendu qu'il soit au travail, préparé un sac et appelé ma mère. « J'ai besoin d'aide », ai-je sangloté. « Tu avais raison. » Elle n'a pas hésité. « Rentre à la maison, Élise. » Revenir chez mes parents a été un refuge. Mon père, malgré la douleur de notre éloignement, m'a accueilli à bras ouverts. Reconstruire ma vie a été un chemin semé d'embûches. La thérapie m'a aidé à démêler les manipulations de Julien. J'ai renoué avec mes frères, reconnecté avec des amis perdus. Lentement, j'ai redécouvert la femme que j'étais avant lui. Forte, capable, digne d'amour. Julien n'a pas abandonné facilement. Il appelait, envoyait des messages, se présentait chez mes parents. Mais j'étais déterminé. Avec l'aide de ma famille, j'ai demandé le divorce et une ordonnance restrictive. L'enquête sur les pilules n'a pas abouti, faute de preuves solides, mais la vérité m'avait libéré. Des années plus tard, je vis dans un appartement lumineux, entouré de livres, de plantes et des rires de mes amis. J'ai repris mes études, obtenu un diplôme de conseillère, et je travaille désormais pour aider d'autres victimes de relations abusives. Les cicatrices de mon mariage sont toujours là, mais elles ne me définissent plus. J'ai renoué avec mon père, qui s'en veut encore de ne pas m'avoir protégé. « Tu as essayé », lui ai-je dit en le serrant dans mes bras. Ma mère est devenue mon roc, me rappelant ma force. Quant à Julien, il a disparu dans une autre ville, prêt à charmer de nouvelles proies. Je ne peux pas les sauver, mais je peux vivre ma vérité et aider les autres à trouver la leur. Je ne suis plus la jeune fille naïve qui croyait en un conte de fées. Je suis Élise, survivante, combattante et enfin libre.